J'ai toujours rêvé d'être enquêteur, chercher des indices, traquer, réfléchir et trouver. Et j'ai fini par atteindre mon but. Je suis devenu enquêteur dans la police, mais après quelques années de service, j'ai décidé d'abandonner ce poste pour quelque chose d'encore plus excitant, me mettre au service du paranormal. Mon travail actuel consiste simplement à chercher des preuves de l'existence de certaines créatures ou d'esprits, pas de les faire partir ou de les exorciser. Ce boulot-là, c'est celui de ceux qui passent après moi. Si je décide aujourd'hui de rendre cet écrit accessible, c'est parce qu'après 3 ans de recherche et de concertation d'experts, personne n'a trouvé le moyen de faire disparaître ces créatures. Aussi, pour le bien commun, il me semble nécessaire de mettre à la disposition de tous le résultat de mon enquête concernant ce que j'ai décidé d'appeler les chahuteurs. Les chahuteurs sont des créatures qui apparaissent lorsqu'on dort. Ils n'apparaîtront jamais si vous êtes éveillé, ni si quelqu'un d'autre est éveillé à vos côtés. Ils ont un comportement que l'on peut qualifier d'enfantin. Ils viennent en général à 3 ou 4 dans votre phase de sommeil profond et ont pour jeu de faire le plus de bruit possible. Souvent, cela ressemble à des cris d'enfants, des rires. Les sons ressemblent à ceux qu'on pourrait entendre dans une cour de récréation. Mais tout ça sans vous réveiller. Ils semblent aimer jouer avec le risque. Essayez de faire le plus de bruit possible sans vous faire sortir de votre sommeil. Alors, en général, les nuits où ils apparaissent, vous ne vous en rendrez jamais compte. Ils passeront 1 heure environ à jouer à côté de votre lit, parfois à se bagarrer entre eux. Puis, si vous restez endormi, ils disparaîtront. Cela rend le phénomène très difficile à quantifier, car les témoignages ne peuvent en rien nous informer sur la fréquence de celui-ci. Nous savons néanmoins que les chahuteurs peuvent apparaître n'importe où sur Terre, même si aucun témoignage n'a été recueilli auprès de passagers d'avion. Probablement car il y a la plupart du temps des gens éveillés autour, et le phénomène ne semble jamais s'être produit non plus sur un bateau. Peuvent apparaître aux côtés de n'importe qui, peu importe l'âge ou le mode de vie. Une fois qu'ils ont commencé à jouer auprès de quelqu'un, semblent continuer plusieurs nuits d'affilée, parfois 1 semaine, parfois 1 mois, mais rarement plus. Nous avons une idée assez imprécise de l'apparence des chahuteurs, car ces derniers détestent être vus. Si vous vous réveillez et avez le malheur d'en apercevoir un, il vous sautera immédiatement dessus pour vous crever les yeux avec ses ongles. La suite des tortures qu'il vous fera subir dépend des cas. Parfois, il partira immédiatement. Parfois, il vous griffera légèrement le corps. Il pourra également aller jusqu'à vous arracher un membre, voire, très rarement, vous tuer. Le châtiment alors administré à votre vue semble sans échappatoire. Ces créatures sont très vives. Si l'une d'entre elles est aperçue, elles vous attaqueront toutes ensemble, donc à 4 environ. Voici une description approximative des chahuteurs basés sur différents témoignages. Ces créatures étant la dernière chose que les victimes ont pu voir de leur vie. Ils mesurent aux alentours de 80 cm, ont une apparence humanoïde, avec une très grande tête disproportionnée par rapport à leur corps. Leur menton est pointu, surplombé par une énorme bouche dont 2 canines sortent, au-dessus de laquelle est situé un nez, se résumant à un trou. Leur visage est également marqué par une absence totale de yeux, et ils abordent souvent une coupe de cheveux longue qui leur couvre les oreilles et le haut du front. Leurs bras sont assez longs et leurs jambes courtes. Ils ont, que ce soit aux mains ou aux pieds, des ongles longs d'environ 2 cm. Leur teint est assez sombre,
Je vais maintenant décrire une potentielle rencontre avec des chahuteurs et vous donner quelques conseils sur la façon dont vous devrez réagir. Tout d'abord, vous vous réveillez en plein milieu de votre sommeil. Généralement, ce sera aux alentours de 3 heures du matin. Jusque-là, cela n'est peut-être qu'une simple insomnie. Ne paniquez pas. Si vous vous êtes réveillé et avez le souvenir vague de l'avoir été par un bruit de pas, un cri ou un rire, surtout si cela vous évoquait une voix d'enfant, le risque que ce soit un chahuteur est plus élevé, mais il demeure relativement faible. Après tout, cela n'est peut-être qu'un rêve. Que ce soit le cas ou pas, ne paniquez pas. La plupart du temps, les chahuteurs sentent votre réveil et entreprennent de se cacher sous votre lit ou dans votre armoire. Pour une raison inconnue, les chahuteurs mettent environ 2 à 3 minutes avant de complètement disparaître. Il est néanmoins conseillé d'attendre une vingtaine de secondes avant d'allumer la lumière, car parfois, et surtout si votre chambre a peu de meubles, ces créatures peuvent avoir du mal à trouver une cachette. Attendez 2 à 3 minutes. Je vous conseille pour ma part d'attendre 5 minutes avant de regarder sous votre lit ou dans vos armoires, si cela peut vous rassurer. Pas avant, vous ne voulez pas les trouver. Une fois cela fait, vous pouvez aller dormir de nouveau. Mais soyez certain d'une chose, les chahuteurs reviendront. Ils passent la nuit entière avec la même personne. Si celle-ci s'est réveillée, alors dormez profondément. À l'heure actuelle, le 5 septembre 2019, nous n'avons trouvé aucun moyen de neutraliser ces créatures sans risque pour la victime. Il est capital d'obtenir toutes les informations possibles, car les chahuteurs représentent un réel danger pour tous, et leur nombre, ou du moins le nombre de témoignages les concernant, explose depuis 1 an. Si vous vous réveillez au milieu de la nuit avec l'étrange impression d'avoir entendu un rire d'enfant, il est impératif que vous suiviez les instructions ci-dessus. Le lendemain, n'hésitez pas et contactez-moi par mail. Bien à vous, Monsieur M. Quand j'étais plus jeune et que je rentrais chez moi, je jouais toujours au même jeu en arrivant dans mon immeuble. Si j'entendais un voisin arriver, je traçais jusqu'à l'ascenseur pour ne pas avoir à le saluer et à monter avec. Je m'imaginais que j'étais poursuivi par un monstre et je me prenais tellement au jeu que mon cœur battait la chamade. Peut-être qu'on me trouvait impoli, mais moi, ça me faisait rire. Et au fond, ça n'était pas bien méchant. Je suis maintenant adulte et j'ai déménagé il y a peu dans un immeuble plus ancien, sans ascenseur. Habitant au 7e étage et trouvant la montée un peu longue, j'ai remis mon jeu au goût du jour. Dès que j'entends d'autres pas dans l'escalier, je cours pour ne pas me faire attraper par le monstre. Outre ce petit côté enfantin qui subsiste, je vous rassure, j'ai un comportement tout à fait normal avec les autres humains. Et je n'imagine pas qu'ils sont des loups-garous ou des vampires quand je leur adresse la parole. Enfin, seulement lorsqu'ils m'ennuient. L'autre jour, alors que j'attendais toujours en bas, dans la cour de l'immeuble, je l'ai vue passer pour la première fois, grande, plutôt jolie et habillée de façon simple mais raffinée. Elle est passée devant moi sans m'adresser un mot, laissant dans l'air un parfum absolument nauséabond, comme si par-dessus une odeur fleurie s'était rajoutée une autre odeur, celle des égouts, qu'on peut parfois sentir en ville après la pluie, mais en bien plus fort. Le mélange était vraiment écœurant. Je l'ai recroisée plusieurs fois, chaque fois dans la cour. Souvent, elle ressortait de la cave de l'immeuble et toujours aussi malodorante. Je ne savais même pas à quel étage elle habitait. Une fois, me fiant à mon odorat, j'ai su que c'était elle qui s'apprêtait à s'engager à son tour dans les escaliers. Mais qu'elle me pardonne, j'avais à fuir le monstre avant qu'il ne me rattrape. De toute façon, je ne sais pas ce que je lui aurais bien dit le temps qu'aurait duré cette ascension à ses côtés. C'est à peine si la puante répondait à mes bonjours enjoués quand je la croisais. Un peu commère, j'ai fini par en parler avec une voisine de palier et amie.
lui demandant où vivait exactement cette femme et ce qu'elle faisait dans la vie. Je n'ai d'ailleurs pas hésité à la désigner par le petit surnom que je lui avais donné. Mon amie, Viviane, m'a répondu qu'elle ne voyait pas qui pouvait être la puante, mais qu'après tout, elle ne vivait pas ici depuis très longtemps. Affaire close donc. Jusqu'à ce qu'un soir, où j'étais au bar avec Viviane, elle me demande de lui décrire à nouveau la puante, physiquement et olfactivement. Elle y avait repensé, et cela lui avait rappelé une histoire étrange. Son frère, qui, il y a quelques années, vivait dans une autre ville, lui avait parlé d'une femme similaire. Il avait dit à Viviane qu'il croisait parfois une femme très jolie, mais qui ne sentait vraiment pas bon, et que c'était dommage, parce que sans ça, il l'aurait volontiers invité à sortir. Le frère de Viviane avait un coloc, Simon, qui se foutait de sa gueule parce qu'il pensait que cette femme n'existait pas, qu'il ne l'avait jamais croisée. Simon trouvait ça particulièrement étrange, parce qu'il guettait la moindre représentante de sexe féminin qui franchissait le pas de la porte de leur immeuble. Donc, il ne voyait pas comment il aurait pu ne pas la voir depuis le temps que le frère de Viviane en parlait. Finalement, un jour, il l'a lui aussi croisée dans la cour de son immeuble. Puis, il l'a recroisée une deuxième et dernière fois. Simon rentrait d'une soirée bien arrosée. Il titubait et peinait à garder les idées claires. Il montait les escaliers jusqu'à son appartement au 4e, quand il a entendu des pas derrière lui. C'était la puante, bien que lui ne l'appelait sans doute pas ainsi. Ignorant l'odeur, il s'est arrêté. Il lui a lancé un sourire charmeur. Elle s'est alors jetée sur lui, bien trop vite pour que ses yeux ou son cerveau n'aient pu traiter l'information. Simon a ressenti, malgré l'anesthésie de l'alcool, une vive douleur à la cuisse, et quand il a posé le regard dessus, il a vu la femme en train de la lui déchiqueter, ses dents anormalement longues et aiguisées, s'acharnant sur la chair, les muscles et même les os. Elle ne mangeait pas sa jambe, non. Elle faisait juste des lambeaux qui virevoltaient et se posaient avec de petits bruits timides dans les escaliers en bois. Alors qu'elle allait maintenant s'attaquer à l'autre jambe, Simon a hurlé de toutes ses forces. Un voisin a accouru, paniqué. La scène avait duré moins d'1 minute. Quand le voisin est sorti, la puante avait disparu. Simon a perdu connaissance et s'est réveillé à l'hôpital. Bien sûr, comme toujours dans ce genre d'histoire, on n'a pas pu retrouver de traces de l'existence de la puante, bien qu'il était indéniable qu'une chose horrible s'était produite ce soir-là. Il n'y avait aucune preuve que quelqu'un était responsable de l'état de Simon et des restes de sa jambe répandus partout dans l'escalier. Aucune trace d'ADN, ni d'une quelconque autre preuve. Le frère de Viviane avait confirmé avoir vu plusieurs fois cette femme dans l'immeuble, mais il était tout de même sceptique quant au fait que ce soit elle qui ait fait ça à Simon. Il était tellement alcoolisé, comment se fier à ses dires? De plus, le choc avait pu altérer ses souvenirs, et à quelques pas de là, un réseau de combats de chiens avait été découvert, avec de nombreuses pauvres bêtes enragées. Ça n'expliquait pas tout, ni l'absence de bave canine retrouvée sur les lieux du drame, mais c'était du moins une explication un peu plus crédible. Cette énigme délirante n'avait pas aidé Simon à passer à autre chose, et il avait fini par déménager, bien que ni l'un ni l'autre n'ait plus jamais revu la puante. Simon était constamment angoissé de se trouver dans cet immeuble, et il en voulait au frère de Viviane de ne pas l'avoir cru. Viviane m'a dit que ni elle ni son frère ne pouvaient se résoudre à croire les faits racontés par Simon. Ils étaient partisans de l'idée qu'il avait déliré à cause de la douleur, peu importe ce qui avait causé l'accident. Je lui ai demandé si elle pensait que ça pouvait être la même puante, mais elle a rigolé en me disant de ne pas avoir peur. Je lui ai dit que je n'avais pas peur et que j'adorais les histoires d'horreur, surtout si je pouvais redouter qu'elles soient vraies. Viviane a décidé de se lancer dans une tournée des bars avec des amis à elle que je ne connaissais pas. Alors, j'ai préféré rentrer. J'ai beau aimer les histoires d'horreur un peu trop vraies pour bien dormir,
En courant dans les escaliers ce soir-là, pour échapper au monstre qui pourrait se trouver à mes trousses, mon cœur battait encore plus vite que quand je jouais à ce jeu d'enfant. Je ne croise pas souvent la puante, et peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, mais que se passera-t-il si un jour je ne cours pas assez vite